Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Meilleurs vœux, parce qu'on ne s'est pas encore vu dans le cadre de ces rencontres. Gros nez 22. Gros nez 22, c'est Voilà. bien dit. Oui. On est très heureux de vous retrouver pour ces rencontres d'auteurs et d'autrices, tant qu'on nous autorise à en faire. Donc on en profite et on continue à en faire. On est très heureux que Florence Sestac ait accepté de nous rejoindre pour nous parler en plus d'une BD un petit peu particulière, puisque c'est Ginette, en avant-première. Les premiers qui l'ont trouvé dans la librairie, sachez que ça ne sortira que vendredi, donc vous êtes les premières en France à l'avoir entre les mains. Exactement, oui. Oui, c'est la première dédicace que je vais faire. Du monde, oui, du monde. C'est très instructif. Alors justement, avant de revenir sur toute la carrière de Florence, on aura l'occasion d'en reparler, mais cette Ginette, dans la collection BDQ, à quel moment Madame Sestac se dit « Tiens, si je faisais une BDQ, célèbre... j'allais dire maison d'édition, célèbre collection. » À quel moment, voilà, vous avez eu cette envie et vous êtes dit, allez, moi aussi, je vais me lancer dans une BDQ? Eh ben, c'est mon confinement. Ginette, c'est mon confinement. Je me suis dit, pendant le confinement, il faut que je fasse quelque chose. Et je me suis dit, tiens, du cul, j'ai jamais fait du cul. Et donc, je me suis dit, allez, je vais me faire une BDQ. Et j'ai appelé mon ami Felder et je lui ai dit, allez, on fait du cul. Et voilà. Et donc, le résultat de mon confinement. Tiens, du cul, ça vient comment ? Ah, je sais pas comment ça vient, mais c'était plaisant à faire. Je me suis vraiment régalée à faire ça parce que c'est pas comme un gros album comme je fais d'habitude avec une cinquantaine, soixantaine de pages et tout. Faut construire le scénario, faut être sérieux. Là, c'est venu tout seul, quoi. C'est un peu comme la préface de Philippe Druillet, quoi. Oui, je ne sais pas si certains d'entre vous ont découvert la préface de Philippe Druillet. Vous voulez nous la décrire, peut-être ? C'est une grosse tache de sperme et je me souviens plus quel est le texte exact. Et voilà, une giclée d'admiration devant l'œuvre profonde de Florence Sestac, verge haute et chapeau bas. Philippe Druillet. Philippe Druillet avec le tampon et tout. C'est mon fifi. On peut compter sur lui. Est-ce que vous connaissiez cette collection ? Parce que là, voilà, on en a pas mal. Oui. Et est-ce que vous l'aviez lu et quelle image vous aviez de cette collection ? Parce que c'est une collection qui est en train de devenir assez culte. Il y a certains des albums qui sont en rupture de stock qui s'échangent très cher sur Internet. Oui, mais justement, la Bibite à bon Dieu de Guillaume Bouzard avait eu le prix Charlie Schlingo il y a quelques années quand elle était sortie, quoi. Non, j'aime bien cette collection parce que c'est une petite collection pas chère et puis on peut liberté totale de faire ce qu'on veut, quoi. Et ça, c'est plaisant, quoi. C'est en partie l'école franco-belge. Oui, mais on s'en fout de l'école franco-belge. Alors, notre Ginette qui va nous intéresser aujourd'hui. Elle en a déroulé du câble, la Ginette, ça c'est l'une des premières pages. Oui. Ginette, c'est donc une prostituée constituée dans les années 60 ? Une péripatéticienne des années 60-70, quoi, on va dire, pour être élégant. Et qui va, tout au long des pages, nous raconter ses grands souvenirs. Voilà, donc c'est la vie rêvée d'une péripatéticienne, parce qu'elle n'est pas emmerdée par ses macs et tout. Elle a son amoureux qui la défend tout le temps et qui la sauve toujours des situations emmerdantes, quoi. Voilà. Donc elle est très, très heureuse, Ginette, très heureuse. On a l'impression que c'est un personnage qui a réellement existé. Alors comment vous avez trouvé cette inspiration et finalement, on a l'impression que vous avez interrogé des anciennes prostituées pour qu'elles vous racontent leur quotidien. Mais j'en ai connu, hein. J'en ai connu dans les halles, avant que ça devienne chic et cher, les halles branchées et tout. Je me souviens qu'on allait dans un petit restaurant qui s'appelait Le Sanglier. Il y avait des couples comme ça qui se retrouvaient le soir. On sentait que papa, il faisait le taxi, et maman faisait le tapin. Et ils se retrouvaient le soir, et on sentait qu'ils vivaient ensemble. Il y avait une vie de famille, alors t'as acheté du pain, oui, t'as pris les courses et tout. Tu t'es occupé des enfants. Enfin bref, c'était la vie familiale, et voilà, et chacun faisait son métier, quoi. Et j'ai souvenir de ça, quoi, de cette ambiance. Et les portraits de clients, je crois qu'il y en a quelques images, parce que voilà, Ginette, elle commence par nous présenter ses clients les plus fidèles. Voilà. Oui, là, c'est les Macs auxquels elle a échappé. Voilà. Et puis après, effectivement, elle rencontre son protecteur. Son protecteur et son amoureux. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis la vie rêvée, parce qu'elle lui donne un espèce de bip-bip comme ça. Et donc, dès qu'elle est dans une situation un peu embarrassante, un peu... où elle en bave, et ben elle appuie sur le bip-bip et il vient la secourir, quoi. Donc tous les tordus, les malades, les cinglés qui arrivent, lui, il vient la délivrer, quoi. Alors j'ai noté quelques portraits. Il y a le capitaine, gueule de baroudeur, mais mauvais comme une teigne. Oui. Celui-là, il vient de Capitaine Haddock ou... Non, on n'a pas l'image, je crois. Oui. Momo, le gros dégueulasse. Oui. Ça, il était avant. Hop, si on revient. Momo, le gros dégueulasse. Ah oui, il est là, le capitaine. Voilà, Momo, le gros dégueulasse. On en a tous connu des Momo, des gros dégueulasses, non, hein? Modèle assez courant, ça. Non.
Choron. Oui, ça pourrait. Ça pourrait. Vous me disiez tout à l'heure que c'est aussi en partie inspiré de vos propres souvenirs. Entre autres, oui. Oui. Mais j'ai pas fait tant de clients qu'elle, je vous rassure tout de suite. Alors, vous le disiez, ce protecteur qui est lui-même policier, je crois, dans la vie. Oui, il est flic. Oui. En fait, il débarque dès que Ginette l'appelle, quand elle est un peu dans une situation compliquée. Voilà, il lui file un bip-bip, et dès qu'elle a un problème, elle appuie sur le bip-bip. Donc il y a les cinglés qu'on va découvrir après qui arrivent. Voilà. Vous voulez qu'on découvre les cinglés ? Allez. Le premier, je vous laisse le décrire parce qu'il est vraiment cinglé, celui-là. Oui, vraiment cinglé, c'est un mec qui se met une capote avec des clous. Les clous à l'extérieur, quoi. Et donc il veut sauter Ginette en enfilant avec la capote pleine de clous. Donc elle appelle au secours et puis son copain, il va lui retourner dans l'autre sens. Voilà. Comment ça, c'est une situation que vous avez totalement inventée? Ce que vous me disiez que vous avez... Voilà. C'est vrai. Non, mais j'ai lu des livres aussi. J'ai quand même quelques... Vous êtes documenté. Je suis documenté. Et c'est des choses qui existent. Vraiment. Il y a des tendus, quoi. Et après, il y a ceux d'après aussi, voilà. Ça, c'est les dalletons. Donc, ils veulent faire ça en groupe. Alors, bon, faut aimer, là, voilà. Donc... Elle, ça lui plaît pas, donc elle appelle le bip-bip et il vient le délivrer. Ouais, la délivrer, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Et après, alors on va continuer à dérouler les pages, même si on ne va pas faire tout le livre. Non. Il y a une galerie de portraits, voilà, de phallus. Voilà. Et ça, c'est plaisant à dessiner. Ben, j'imagine. Oui. C'est difficile d'en trouver tous les modèles différents. Et puis j'ai laissé en blanc pour que les lectrices puissent dessiner les sexes de leurs copains ou ce qu'elles ont envie, quoi. Les lectrices ou les lecteurs. Les lecteurs. Éventuellement. Voilà. Et pour terminer sur une dernière page, avant de parler un peu de votre carrière, ça, c'est les clients qu'elle a conservés à la retraite, Ginette. Voilà, parce qu'elle raconte sa vie, on la voit jeune et tout, puis à la fin, elle a conservé quelques clients qui sont des amis fidèles, quoi. Voilà. Qui lui demandent et votre femme, ça va bien, tout ça. Enfin, ça se passe très bien, quoi. C'est très cool. Voilà. Quelle est la part de la fiction et de choses que vous avez réellement lues ou qu'on vous a réellement racontées ou qu'on... Ça, j'en sais rien. Je sais pas. C'est un mélange de tout. C'est des histoires de copines, de copains qui m'ont raconté tout. Je pioche un peu à droite, à gauche. Voilà, je m'inspire de tout ce qui m'entoure, quoi. Donc, du perso, il y en a, mais... Vous ne direz pas quoi? Vous voulez le client? Je vous donne le nom des clients. Non, je sais pas. Voilà, c'est un mélange de tout ça. Et quel plaisir on prend à dessiner des hommes et des femmes nus, des scènes de sexe qu'on trouvait assez peu finalement dans vos précédentes bandes dessinées. Oui, je sais pas, c'est un exercice comme un autre, mais il faut que ça soit bien dessiné, quoi. Donc c'est rigolo à faire, c'est très rigolo. Et pourquoi vous l'avez pas fait avant finalement? Parce que vous en êtes à une quarantaine d'albums, je pense. C'était pas mon créneau, le cul, parce que je sais pas, ça m'est pas venu. Puis là, je me suis, voilà, allez hop, on y va. Mais on fait que ça. On fait que du cul. Voilà. Voilà. Et ça vous a donné envie d'en faire d'autres? Ah bah pourquoi pas, on va faire la suite. Hein Yes. L'éditeur est content. L'éditeur est content. Mais la suite de Ginette, comme elle est à la retraite, ça va être compliqué. Là, je sais pas, elle peut avoir une fille ou je sais pas. On va bien trouver. Si on revient maintenant un petit peu plus globalement sur votre carrière, Florence Sestac, vous aimez raconter, quand on lit un peu des articles, que vous dessinez depuis que vous êtes toute petite. Vos parents disaient même que vous dessiniez dans la purée pendant les déjeuners ou les dîners familiaux. La purée, hein. La purée, oui. De la vraie purée. Hein. Ah, mais ça, c'est... Oui. Non, c'est ma mère qui disait ça, que quand j'étais petite déjà, avec ma fourchette, dessinée dans la purée, quoi. Et donc c'est vrai que je dessine tout le temps. C'est une espèce de maladie. Mais je pense que c'est comme les autres auteurs de bande dessinée, c'est-à-dire que c'est une maladie, c'est de toujours avoir envie de dessiner quoi que ce soit, quoi. Et voilà. Et donc, petite, à l'école, j'étais présente. J'étais physiquement là, dans la classe, mais la tête complètement ailleurs. Et je dessinais dans les marges de mes cahiers, quoi. Donc, ça a été un cauchemar, ma scolarité. Cauchemar. J'étais pas là, j'étais ailleurs. Et en plus, j'étais dyslexique, donc ça faisait beaucoup, quoi. Donc, quand j'ai pu, à partir de la 3e, rentrer aux Beaux-Arts et faire enfin ce que je voulais, ça a été le bonheur. Vous dessiniez quoi dans ces marges, des personnages je faisais des Mickey plutôt, Donald, ce que je lisais, je reproduisais les Mickey et tout ça, quoi, au départ. Déjà avec des gros nez, les Mickey? Oui, bien sûr. Ah oui, les gros nez, c'est ma marque de fabrique. Hein. Depuis, même quand vous recopiez des personnages connus à l'époque, vous leur faisiez déjà ce physique-là? Oui. Et pourquoi? Alors là, ça vous est venu d'où au départ, cette idée? Il faut venir
J'aurais dû amener mon psy ou leur expliquer, mais je sais pas. Je raconte, souvent quand on me pose la question, je dis c'est le souvenir, parce que j'étais nourrie au biberon quand j'étais petite et pas au sein, c'est le souvenir de la tétine. Donc, vous avez même plusieurs réponses, je crois. Vous dites que les journalistes vous demandent tellement, c'est gros nez, que vous avez un catalogue de réponses et vous alternez. Voilà, mais le biberon avec la grosse tétine, ça marche bien. C'est votre préféré. Vous parliez des Beaux-Arts, justement, c'est là que vous avez rencontré Étienne Robial. Oui, lui il sortait quand moi je rentrais. Voilà. C'est la rencontre qui a changé votre vie, c'est un grand mot, mais en tout cas qui vous a lancé vers le dessin professionnel. Oui, tous les deux, on était provinciaux, on était à Rouen et on est monté à Paris. À l'époque, on montait à Paris. Et effectivement, c'est là qu'on a commencé à travailler, à faire des illustrations dans les journaux. Jean-Philippe Aki, des petites illustrations. Et puis, c'est en déballant Opus qu'on a rencontré un mec qui nous a dit « Je connais quelqu'un qui a une librairie de bande dessinée qui voudrait la vendre, mais... » voilà. Et c'est là qu'on a rencontré Robert Roque-Martin qui avait ouvert la librairie Futuropolis qu'on a repris. Et ce Robert Roque-Martin voulait surtout que sa librairie continue et nous a dit vous prenez la librairie, parce qu'on n'avait pas d'argent, et donc vous prenez la librairie, vous me payez au fur et à mesure quand mais il tenait à ce que sa librairie continue, quoi. Oui, parce qu'à l'époque, effectivement, vous viviez des puces. Vous achetiez le matin des petites choses aux puces, vous les revendiez l'après-midi. Voilà. On était loin de la professionnalisation du dessin. C'est sûr. Voilà. Mais bon, c'est comme ça qu'on gagnait notre vie à Paris, quoi. Et quel souvenir vous gardez quand vous pénétrez dans cette librairie, qui va donc devenir votre librairie Futuropolis? Ce que vous ressentez et voilà, comment... C'était une espèce de caverne d'Ali Baba autour de la bande dessinée. Alors il y avait des gens de tout âge et de tout milieu qui venaient, qui cherchaient le petit Mickey qu'ils avaient lu quand ils étaient petits, aussi bien avec les gamins qui cherchaient les Pif le chien et tout. Et donc on allait tous les samedis, tous les dimanches, chiner dans les brocantes et tout. On ramenait tout dans cette espèce de caverne d'Ali Baba. On triait, c'était à peu près bien rangé. Et puis tout le monde retrouvait les BD qu'il avait lus quand il était petit, quoi. Donc il y avait un côté nostalgique terrible, quoi. Et c'était une des premières librairies spécialisées en bande dessinée. Oui, les premières. Quand on voit qu'aujourd'hui, il y en a dans toutes les villes. Et mais non, c'est beaucoup d'occasions, quoi. Ce qui a disparu maintenant. Il n'y a plus beaucoup de collectionneurs. Je me souviens, on vendait ce qu'on appelait les journaux d'avant-guerre à l'époque, Mickey, Hopla, Robinson, et tout. Et il n'y a plus de collectionneurs, quoi. Ça, c'est fini. Il y a quelques librairies de bande dessinée d'occasion, mais c'est un peu disparu, quoi. Et vous en avez gardé justement des... Non. Tous les albums, vous n'êtes pas une collectionneuse, on parlera peut-être de votre collection de Mickey, mais... Oui, non, j'ai fait le Mickey, mais les albums, non, j'ai pas gardé. Et c'est aussi dans cette librairie que vous continuez à dessiner en attendant le client sur le comptoir. C'est là que je crée la mascotte des éditions Futuropolis, qui était mon premier personnage, qui s'appelait Harry Mixon. Voilà. Une espèce de Mickey à qui on a enlevé les oreilles et qu'on a mis un béret et des chaussures et des chaussons, et voilà, quoi, la mascotte. Et vous, à quel moment vous vous dites, OK, on a la librairie Futuro, on va monter la maison d'édition Futuro? 5 ans plus tard. Et pourquoi surtout? Parce il y a un moment, on avait ras-le-bol de... Vous savez, le client qui vient tous les samedis à 15h chercher le petit Mickey qu'il lisait quand il était petit. Au bout de 5 ans, on n'en peut plus, quoi. donc on s'est dit, non, de toute façon, au départ, on voulait faire de l'édition. Donc on a commencé l'édition avant de fermer la librairie. Et puis on a revendu la librairie pour faire que de l'édition, quoi. C'était notre truc de départ, c'est de faire de l'édition. Je crois que l'une des premières publications, c'était Calvo, si Calvo, le premier 30-40, oui. Et comment ce projet est né on a rencontré on était voir la veuve Calvo, qui était toujours vivante, et donc on va la voir, puis on a dit on aimerait bien éditer un album de Calvo, parce qu'on trouve ça formidable. Elle nous a dit faut descendre à la cave, et tous les originaux étaient gerbés à la cave. Mais par terre, hein, voilà. Et puis le petit-fils, il avait tout crayonné dessus et tout. Et donc, on lui a dit, vous savez, il faut les remonter, il faut les sauver, il faut pas les laisser à la cave, ils vont être abîmés et tout ça. Et donc, voilà, on a tout remonté, on a tout classé, on a tout bien rangé, on lui a sauvé ses originaux. Et donc, on a fait ce 30-40 qui était... Alors, le format 30-40, c'était le plus grand format qu'on pouvait faire, plus proche possible de la taille de l'original. C'est pour ça qu'on faisait des grands formats, comme ça, quoi. Et vous avez senti, parce que finalement l'activité d'édition, vous allez l'abandonner vous personnellement au cours de votre carrière, mais vous avez senti à ce moment-là que c'était quelque chose qui vous plaisait? Oui, bien sûr. Non, puis c'est de travailler avec un auteur sur un album, ça c'est plaisant. Oui, c'est très plaisant. De rééditer des choses, de faire découvrir des choses et de créer des choses, c'est passionnant. Et pourquoi vous avez arrêté après?
Pareil, on a monté la maison d'édition, après on s'est fait bouffer chez Gallimard, et puis après vous grossissez, et puis ça devient... vous passez plus de temps à gérer les problèmes d'intendance que de faire vraiment de l'édition, quoi. Donc, pareil, j'ai arrêté. Enfin, de la bande dessinée. Alors justement, Remixon, il arrive. Tac. Oui, c'est vieux, ça. Eh ben oui, on a même créé un club de foot qui s'appelait le Mixon BD Club. Voilà. Et c'était très, très, très rigolo, ça. Très, très rigolo. Et bien sûr, oui, on a joué à Angoulême. Bien sûr. Sous la neige. Il faisait un froid de gueux et on a joué dans un stade et tout. On jouait contre les gens d'Angoulême, je crois. C'était quoi, cette équipe-là? Oui. Et donc avec tous les auteurs et tout. Chic. Et on jouait, on faisait un match. Et oui. Et donc on a fait ce petit livre qu'on vendait justement au moment des matchs et tout, qu'on vendait pour se faire un peu d'argent pour le club, quoi. Parce qu'on avait sponsorisé, on avait fait les maillots avec Futuropolis marqué dessus et tout. Pardon? Non, moi je faisais la pom-pom girl au bord du terrain. Oui. Et du coup, on l'a effleuré tout à l'heure, mais c'est aussi l'époque où vous collectionnez les Mickey. Oui. Vous allez devenir l'une des plus grandes collectionneuses françaises de Mickey, avant de tout revendre. J'ai tout revendu, oui. Quelle idée? Ben oui, parce qu'il y a un moment où vous dites, je vais mourir à côté de ma vitrine pleine de Mickey, ou je sais pas, on en fait quelque chose, donc j'ai tout revendu pour faire des travaux dans la maison, dans ma petite maison que j'ai achetée dans le sud, quoi. Voilà. Et ça m'a payé tous les travaux, le toit, tous les travaux de la maison. Donc c'est pas mal quand même. Vous aviez plus de 6000 pièces? Ouais. Et que vous aviez accumulé, comment ça se passe? L'idée de départ, c'était quoi? C'était constituer une collection de Mickey? Oui, vous savez, vous commencez à chiner un Mickey. Je me souviens du premier Mickey que j'ai chiné, c'était une tirelire en fonte comme ça de Mickey. C'était au Puce de Montreuil, et donc j'achète cette tirelire en fonte 5 francs, je sais pas quoi, et je me fais poursuivre par un mec qui me dit je vous la rachète et tout, et il me dit je fais les tirelires, je collectionne les tirelires, et donc pour m'en débarrasser je lui ai dit non mais moi je fais les Mickey. Alors, stop, il a arrêté de m'emmerder, et c'est comme ça que la collection a commencé, quoi. Et c'était aussi parce que Mickey était fondateur dans votre dessin et dans votre imaginaire? Oui, c'est un personnage super bien dessiné. Pour moi, c'est un des personnages les plus joliment dessinés, quoi. Alors on continue. C'est aussi à ce moment-là que vient ce style des gros nez que vous affirmez. C'est-à-dire vous vous dites, ce style, je vais le garder toute ma carrière. Oui. Qu'est-ce qu'on vous dit à l'époque? Parce que ça a été beaucoup... On me dit que c'est moche, on me dit que c'est pas féminin, on me dit plein de choses, mais bon, comme je suis têtue comme une mule, je me suis accrochée à mes gros nez, voilà, et maintenant on reconnaît mon dessin au gros nez, voilà. Vous n'avez jamais douté de ces gros nez? Non, puis je l'ai dans le crayon, comme on dit. C'est difficile, c'est de se créer un personnage et le mettre dans le crayon, et donc une fois que vous l'avez dans le crayon, comme on dit, on peut pas changer, quoi. Voilà, et donc non, je ferai toujours des gros nez, malheureusement. Même Ginette a un gros nez. Mais bien sûr. Alors viennent d'autres personnages. On passe assez vite. Edmond François Ratier. Enfin, il y a plusieurs éditions. Oui, il y a Gérard Crétin aussi. Je commence pour les enfants, une bande dessinée qui s'appelait Les Aventures de Gérard Crétin, dans un journal qui s'appelait Mikado. C'est un des premiers trucs feuilletons que j'ai fait, quoi. Vous avez fait un peu de jeunesse d'ailleurs. Il y avait aussi une série sur les ados. Oui, puis j'ai fait les déblocs surtout. Et les déblocs qui arrivent juste après. Oui. Ça, c'est à l'époque qu'on est dans le journal de Mickey et on vous demande de reprendre l'histoire de cette famille que vous n'avez pas créée en fait. Que vous avez... Non, il y avait une rubrique, c'était une rubrique où les enfants envoyaient leurs blagues, ils écrivaient au journal et puis on illustrait par différents illustrateurs. Et moi, j'ai créé la bande dessinée. J'ai dit, tiens, il faudrait faire une bande dessinée. Donc là encore, la rédactrice en chef de l'époque me dit, oui, c'est vachement bien, mais il faudrait diminuer les nez. Alors j'ai dit, vous pouvez tout me demander sauf ça. Non, je ne vais pas diminuer les nez. Et donc ils ont montré mes planches aux gamins, comme ça, en test, et tous les gamins ont dit, oui, les gros nez, c'est très vachement bien et tout ça. Et donc j'ai gardé les gros nez. Vous voyez qu'ils sont plus gros que maintenant, les nez. Oui, parce que tout à l'heure, vous me disiez que finalement, malgré tout, au fil des années, c'est vrai que par rapport au nez de Ginette, le nez a assez naturellement un petit peu réduit. Voilà. Mais pourquoi ça? C'est inconscient, ça aussi? Oui, c'est inconscient. Là, je trouve qu'on retrouve vraiment le dessin... La base de votre dessin, c'est la première fois qu'on se dit, ok, ça va être le dessin de Florence Estac pendant les décennies qui vont suivre. Voilà, c'est à ce moment-là qu'il y a un petit déclic. Oui, je sais pas, voilà, c'est comme ça. Et effectivement, c'est Mixon décliné en personnage, quoi.
Et c'est déjà une famille, puisque la famille, et le thème de la famille, on va beaucoup le retrouver tout au long de votre œuvre. Là aussi, j'imagine que c'était inconscient, mais il va falloir attendre longtemps avant que vous parliez de votre famille. Mais déjà, il y avait cette envie de parler de la famille. Oui, parce qu'une famille, il y a plein de personnages. Alors, vous pouvez en sortir un, faire la famille des blocs. J'ai fait pendant 11 ans une planche par semaine, donc avec des thèmes qui reviennent tout le temps, tous les ans, la rentrée des classes, Noël, jour de l'an, les vacances. Et donc, à chaque fois, il faut trouver une idée nouvelle. Donc, quand vous ne trouvez pas d'idée, vous vous accrochez à un personnage. Vous vous dites, tiens, je vais faire un truc sur la fille, je vais faire un truc sur la mère et tout. Et ça repart et ça donne des idées, quoi. Donc, ça éparpille les sujets, quoi. Et déjà à l'époque, il y avait des éléments d'autobiographie dans cette famille des Desblocs, vous pensez? Oui, bien sûr. Oui, le chat. Il y a des animaux, il y a un chat et un chien. Quand j'étais petit, j'avais un chat, un chien, pareil. Donc je m'en suis beaucoup servi. Oui. Parce que finalement, il va falloir attendre cette BD-là, qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, pour que vous revendiquiez que depuis des années, c'est votre propre famille que vous nous racontez. Alors là, évidemment, poussé à l'extrême, mais... Surtout mon père. Oui. Voilà, mon père. On raconte bien mon père. Voilà. Oui, la famille, malheureusement, on a la famille qu'on a et il faut faire avec, quoi. Parce qu'il faut expliquer le père pour ceux qui, s'il y en a quelques-uns qui n'auraient pas lu cette bande dessinée-là. Le père, le patriarche dans toute sa splendeur, mais j'ai jamais reçu autant de courriers qu'avec cet album-là, de gens qui me disent, mais j'ai vécu la même chose, et ils me disent, mais vous avez de la chance, vous pouvez le raconter. Moi, je peux pas le raconter, mais c'était pire que ça, etc., etc. Enfin. Bref, c'était la famille des années 50-60 et c'était un peu comme ça. Le père travaillait, la mère restait à la maison et surtout la mère n'avait rien le droit de dire, quoi. Vous racontez que vous avez attendu le décès de votre maman pour vous autoriser à faire cet album-là. Oui, parce que même si elle en a beaucoup souffert, de mon père, elle n'aurait pas aimé qu'on dise du mal de lui, quoi. Vous savez, il ne fallait pas dire du mal de son mari à cette époque-là. Et c'était un père qui vous disait que le dessin c'était nul, que les livres c'était nul, que ça servait à rien. Voilà, tout était nul, que j'étais nul, que moi j'étais nul. Voilà, surtout entretenu dans le bon à rien, mauvais atout, quoi. Voilà, un grand classique. Mais c'est peut-être grâce à lui finalement et à cette opposition que. Oui, parce que j'ai dû passer ma vie à essayer de lui prouver que j'avais raison et que même si je faisais des trucs avec des gros nez ridicules, c'est ça que je voulais faire et que j'allais en vivre, quoi. Et donc voilà. D'ailleurs, il y a la scène, je crois que c'était dans cet album-là, où vous lui apportez votre bande dessinée. Vous pouvez nous la raconter parce qu'elle est... qui demande... Alors, oui, c'était le premier album, d'ailleurs, le 30-40 de Calvo. Alors, il dit, ah bon, vous dessinez des lapins maintenant? Il dit, non, on n'est pas dessinateur. Alors, il dit, vous avez imprimé le truc? Non, on n'est pas imprimeur. Donc, on est éditeur. Et là... On a beau lui expliquer 25 fois ce que c'était que l'éditeur, il n'a jamais voulu comprendre, quoi. Donc ça ne l'intéressait pas, donc il a laissé sous plastique, sous la télé pendant des années, quoi. Si on revient un petit peu en arrière, juste après, j'ai vu une image du Démon de Midi. Oui. Est-ce que c'est pas à ce moment-là aussi que vous vous ouvrez avec les films, enfin le film qui va suivre, que vous vous ouvrez à un public encore plus large? Est-ce que vous avez senti un changement à ce moment-là et que vous touchiez aussi des thématiques de femmes? Oui, vraiment. Mais je m'en suis pas rendu compte à l'époque. Parce que bon, c'était la fin de Futuropolis, Étienne Robial me quitte et tout. Donc le Démon de Midi, je l'ai vécu. On raconte bien ce qu'on connaît bien. Donc je me lâche sur mon Démon de Midi. Et heureusement, je fais la connaissance de Guy Vidal, qui travaillait chez Dargaud et qui me dit, viens chez Dargaud, je te signe ton contrat et tout. Mais personne n'y croyait, quoi. C'était un peu un ovni dans le monde de la bande dessinée masculine. Donc je fais mon petit Démon de Midi et puis je sais pas, ça a pris tout de suite, ça a marché. Michel Bernier me téléphone, me dit on va faire une pièce de théâtre et tout. Ah bon, oui, je me suis dit ça va jamais marcher, on va jamais y arriver. Mais si, on a fait la pièce de théâtre, ça a super bien marché. Après il y a eu le film et tout, et donc d'un seul coup il y a un truc qui se met en route comme ça. Et c'est beaucoup le bouche à oreille qui a marché. Et chez Dargaud, il réimprimait régulièrement, quoi. Donc c'est drôle. Et j'avais effectivement mis le doigt sur un fait d'époque, quoi. Voilà, la femme de 40 ans qui se fait larguer par son mec, c'était un grand classique, quoi. On vous en parle encore aujourd'hui? Oui, bien sûr. On me raconte encore des anecdotes. Et vient, hop, puisqu'on est à Angoulême quand même. Ah bah oui. Et comme je disais, au premier Angoulême, grâce à Francis Groux, nous étions au premier Angoulême, au musée, on avait déménagé. Oui. Non, c'était le premier Angoulême, je me souviens. Donc il y a 50 ans. Voilà, et on était au premier étage et on avait amené toute la librairie.
Exactement, on était au milieu des toiles de maître, et donc on avait mis des tables et tout, on avait déménagé toute la librairie, on avait dû vendre 3 albums ou 4, et on avait tout descendu. Et donc à l'époque on était antiquaire de la bande dessinée, c'est-à-dire voilà, on vendait de la bande dessinée ancienne, et au rez-de-chaussée il y avait Frémion avec les fanzines, voilà. Et il y avait Hergé qui était là, et Franquin, et que les grands de la bande dessinée, voilà. Vous me racontiez tout à l'heure une mésaventure, un retour d'Angoulême avec votre camionnette que vous avez retrouvée avec tous vos souvenirs dedans. Oui, oui. Donc c'était un Angoulême où il y a eu une tempête de neige. Classique. Voilà, et donc on était parti, on avait rempli le camion, puis on avait repris la route et tout. On rentrait dimanche soir, c'est une folie. Et donc on s'était arrêté en route pour s'arrêter parce qu'on n'avançait plus sur la route. On avait dormi dans un hôtel un peu dégueulasse et tout, mais bon, on était reparti, puis on arrive à Paris vraiment fatigué, on gare le camion devant chez nous, puis on rentre, et puis on se couche quoi, le lendemain, et on rentre le lendemain matin, il n'y a plus de camion, enfin plus de camionnette, et donc on s'est dit, ben, on nous l'a volé et tout ça, et donc on fait des recherches et tout, elle avait été emmenée à la Fourrière. Donc on va à la Fourrière, on va chercher notre camionnette, on paye l'amende et tout, puis ils nous disent allez garer là-bas au fond du parking, allez dans le parking. Et on arrive au fond du parking, et la camionnette elle était pliée en deux, avec des BD qui dépassaient par les portières et tout. Vraiment un truc de BD, quoi, vraiment. Et donc c'est les mecs qui avaient... La Fourrière qui avait emmené, il l'avait mis sur un chariot, et elle est tombée, la camionnette est tombée, c'est les pompiers, c'est grâce aux pompiers qui nous ont dit oui, on a remis une camionnette sur le qu'on a su que c'est eux qui avaient fait la connerie, quoi. Mais bon, il y avait des originaux, il y avait des tas d'albums et tout était voilà, plié en deux. Justement, vos originaux, vous avez quel rapport avec eux? Parce qu'on parlait tout à l'heure de votre collection de Mickey. Il y a aujourd'hui tout un monde de collectionneurs autour des dédicaces, autour des originaux, etc. Quel rapport vous entretenez avec ça, vous? Vous les gardez, vous les vendez? Moi, je les vends quand on me demande, mais je suis pas grosse vendeuse, moi. Je sais pas. Il y a des auteurs qui vendent bien, beaucoup et tout. Moi, je suis pas. J'ai quelques amateurs qui me contactent directement, d'ailleurs. J'ai un site, c'est stack.com, si vous voulez. Si vous voulez un original. Et bon, on me contacte, et puis souvent, ils viennent à la maison les chercher, et voilà, je les vends en direct, quoi. Là, on voit l'affiche d'Angoulême 2001, oui, que vous avez donc réalisée l'année après avoir reçu le Grand Prix. Oui. Vous n'étiez même pas à Angoulême cette année-là, quand on vous dit, ça y est, Florence Estac est la première femme à être Grand Prix d'Angoulême, vous n'êtes même pas là. Bah, je m'y attendais pas du tout, mais pas du tout. J'étais à Paris, j'étais en train de faire mon marché, je rentrais avec mon cabas et mes poireaux. Et... C'était un prix spécial 10e anniversaire. Claire... C'était pas un Grand Prix. Ouais. Ouais. Si je reprends Monsieur Gros sur l'histoire d'Angoulême maintenant. Oui, parce que c'était Crom le Grand Prix, et elle avait eu le prix du 10e anniversaire. Donc, la première choisie, c'était moi. Et donc, femme. C'était le 10e anniversaire qu'elle a eu exceptionnellement. Oui. Et vous, donc, le vrai Grand Prix. Et moi, le vrai Grand Prix. Donc, je rentre de mon marché. Mon fils me dit, tiens, il faut que tu appelles Angoulême. Ils veulent te joindre. Et donc, je rappelle, et j'ai Moebius, j'ai Tardy, voilà, les grandes demandes. Ils me disent, mais oui, t'es le Grand Prix, oui, on t'a choisi, et tout ça. Je dis, arrêtez, vous foutez de ma gueule. Et ils me disent, oui. Et donc, j'ai sauté dans le train, et je suis arrivé à Angoulême. Et c'était vraiment une surprise, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Voilà. Et le souvenir que vous en gardez une fois que vous arrivez, j'imagine une belle soirée. Ah oui, surtout avec Charlie Schlingo. On n'a pas bu que de l'eau, voilà. On a fêté ça, hein, c'était formidable. Avec Schlingo, ouais. Oui. Vous avez été pendant longtemps présentée comme la seule femme Grand Prix. Je crois qu'on a un petit dessin derrière. Vous entretenez un rapport, j'allais dire ambigu, c'est pas le mot, mais un rapport étrange avec tout ça. C'est-à-dire que vous dites à la fois, oui, il y a peu de femmes dans la bande dessinée, oui, c'est un milieu très masculin, mais non, c'est pas forcément un milieu de macho, non, pour moi, ça n'a pas forcément été difficile. Ce qui va assez à contre-courant de ce qu'on peut entendre encore aujourd'hui de la part des jeunes autrices. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il y a moins de femmes, mais ça bouge. Heureusement, ça bouge. Et effectivement, mais c'est parce que les femmes, elles ont commencé à lire de la bande dessinée quand il y a eu des auteurs qui ont fait des albums pour les garçons et pour les filles. Moi, quand j'étais petite, il y avait vraiment, principalement, c'était que pour les garçons, quoi. Et donc c'est par des auteurs comme Franquin et tout ça on a commencé, nous les filles, à en lire, quoi. Et donc je pense que si on n'en a pas lu étant petit, on ne s'est pas formé à la gymnastique de la bande dessinée, et ben on a du mal à en faire plus âgées. Et je pense que maintenant elles sont décomplexées avec ça, les autrices. Et donc voilà, il y a de plus en plus de femmes qui font de la bande dessinée. Et pourtant, vous, assez vite, vous avez fait des albums qui... Alors c'est toujours dur de classifier, mais qui pourraient être à destination plus des femmes. Je pense à celui-là, par exemple, On va te faire ta fête, maman. Oui.
Bon, même si les mamans qui lisaient ça pouvaient être un peu bousculées. Mais assez vite, est-ce qu'à l'époque, vous l'intellectualisiez, entre guillemets, c'est-à-dire vous saviez que vous visez aussi un public plus féminin ou pas? Oui, et puis on raconte bien que ce qu'on connaît bien. Donc moi, j'ai des histoires de femmes, je peux les raconter. Je ne vais pas raconter des histoires de mecs. Donc par exemple, on va te faire ta fête maman. J'ai fait ça avec une fille qui m'a contacté par Internet, qui a fait un gros baby blues. Elle me dit, vous m'avez sauvé la vie. Donc je dis, ah bon, c'est formidable, j'ai sauvé la vie. Elle m'a dit, j'ai fait un gros baby blues après mon 3e enfant et le seul truc qui m'a sauvé la vie, c'est vos albums. J'ai lu vos albums et je suis remontée, voilà, ça m'a remis le moral. Et elle m'a dit, vous devriez faire un album sur justement la maternité, les phrases qu'on se prend dans la gueule quand on est enceinte et tout ça. J'ai dit, bah oui, allez, allons-y. Vous me cherchez les phrases et moi je fais des dessins et c'est venu comme ça, quoi. Mais c'est des rencontres, c'est des rencontres. C'est Tonino Benacquista. Moi, j'étais donc celui que j'ai fait avec Tonino, c'est l'histoire de l'avortement. À l'époque où on allait se faire avorter, on partait en Angleterre, à Londres, se faire avorter. Donc on prenait un bus. On partait de Paris, on prenait un bus, on allait se faire avorter à Londres la nuit, puis on rentrait le lendemain matin, quoi. Voilà, donc c'était très étrange. Et je raconte ça à Tonino, qui est plus jeune que moi, et qui me dit, mais ça, on ne l'a jamais raconté. Je dis, bah non, on s'en vantait pas trop à l'époque. Voilà, c'était complètement clandestin, donc c'est vraiment une histoire qui m'est arrivée. Donc c'est lui qui a brodé une histoire autour et tout, mais c'est parti d'une histoire à moi, quoi. Mais c'est amusant de voir qu'aujourd'hui il y a tout un mouvement de bande dessinée qui raconte la condition des femmes, on va dire, au sens très large. On a l'impression que c'est un peu nouveau. Au final, quand on se replonge dans l'histoire de la BD, il y en avait sans doute moins, mais il y en avait déjà il y a quelques années. Oui, mais pas beaucoup. Hein. On n'était pas nombreux à faire ça. Non, pas beaucoup. Mais non, mais ça bouge, c'est très bien. Il y a de plus en plus de femmes et tout, et tant mieux, tant mieux. Et je disais tout à l'heure, oui, vous avez aussi dessiné beaucoup d'ados. Là, je vois qu'on a une planche des ados Laura et Ludo. C'est quelque chose que vous avez aimé aussi, dessiner la vie des ados, parce que vous avez plus dessiné la famille, les femmes, etc. Mais quand on regarde comme ça, il y a quelques albums. Oui. Bah, j'ai eu un fils, Jules, qui a été... qui m'a beaucoup inspiré, qui m'en a fait beaucoup. Et donc, c'était un modèle, quoi. Voilà, donc... C'était assez facile. En le regardant vivre avec ses copains, ses copines et tout ça, il y a des histoires qui me venaient tous les jours, quoi. Vous étiez la Riyad Satouf de l'époque, en quelque sorte. Pardon ? Vous étiez la Riyad Satouf de l'époque. Oui, un peu. Oui. Mais maintenant, ils me disent non, on ne parle plus comme ça, c'est plus ça, c'est plus. Ça se démode très vite, ce genre de bande dessinée. Oui, les ados changent. Oui. Et vous parliez tout à l'heure du démon de midi. Il paraît que vous voulez réaliser le démon de minuit. Oui. Alors, ce serait quoi ? La femme de 80. Parce que le démon de midi est femme de 40, le démon d'après-midi est femme de 50, le démon du soir 60, et puis là, le démon du minuit, une femme de 80. Le déambulateur, les petits-enfants, la maison de retraite, il y a du matos. Hein. Mais vous allez vraiment le faire ? Bien sûr. C'est en train d'être... J'accumule les anecdotes. Là, c'est comme Ginette, j'en cause à droite à gauche, je prends des infos et tout. Ma mère était en maison de retraite, donc là, j'en ai eu un paquet et tout ça. Et... Donc, non, ça prend forme. Et on attend quand cet album ? Oh là, on verra. Là, j'en suis en train de faire un album avec Albert Algou sur le professorat. Et donc, peut-être après, je ne sais pas. On verra. Est-ce qu'il y aura un Ginette 2 ? Bah oui. Il est où, mon éditeur ? Il est parti. Je crois qu'il a pris peur. Peut-être qu'il y aura un Ginette 2, oui, je ne sais pas. Oui. En tout cas, vous avez pris un vrai plaisir à le dessiner, celui-là. Oui. Et on sent que vous avez aussi plaisir à le défendre. Oui. Bah oui, c'est rigolo. Voilà. Du cul fait par une fille. Voilà. C'est rigolo. Merci beaucoup et rendez-vous à la librairie et merci à Florence d'être venue jusqu'à nous aujourd'hui. Merci.